Donc, à côté, je vous présente tout de suite notre président d'honneur, Charles-Antoine Desharnais. Et donc, ce ne sont pas des jumeaux, son grand frère Olivier qui est là aussi. Charles-Antoine a vécu quelque chose de très particulier, il a eu besoin de transfusion sanguine aussi. Il est ici ce matin pour vous témoigner de son histoire. Oui, c'est vrai, il y a des micros. Non, pas besoin de micro. Tu vas parler assez fort? T'as bien beau. Il est ici pour nous témoigner de son histoire, pour nous raconter qu'est-ce qu'il a vécu de particulier. Vous allez voir, c'est très particulier. Et son grand frère qui est là, je pense aussi que sa présence est là pour, oui, le supporter, parce qu'ils ont été dans la famille touchés tout le monde par ce qui est arrivé. Et le support, il est là jusqu'à la fin par cette présence aujourd'hui. Donc, je te laisse la parole, Charles-Antoine. Et Charles-Antoine, qui est le garçon d'une enseignante qui est ici à l'école dans les années précédentes, hier, j'ai eu le plaisir de l'avoir avec nous ce matin. Donc, je te laisse aller avec ça. Ouais. Bon, dans le fond, mon histoire, c'est un accident que j'ai eu avec mon longboard en me faisant tirer par un char. C'est assez banal, mais ça a fait assez fort pour quasiment en fait, j'étais censé être mort. Mais bon. Parce que ton accident, Charles-Antoine, s'est accroché après une auto Ouais, comme... je peux la raconter vite fait. Oui, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu cette partie-là, s'il te plaît. Dans le fond, c'est que j'étais avec deux de mes chums de filles, c'était un de mes chums de gars, puis on était en char, puis moi j'ai eu la brillante idée de m'accrocher en arrière après la route de l'auto en arrière avec mon longboard. Je me suis fait tirer, puis quand elle a commencé à ralentir, j'ai lâché l'aileron, puis je me suis pété à débarquement. On ne sait pas comment ça s'est passé avec le longboard, mais moi, mon hypothèse, c'est que quand j'ai lâché l'aileron, ça a pris de la vitesse. Mon longboard a pris de la vitesse, il a tout à fait à voie en arrière de l'auto, il a levé, puis moi, j'ai flippé par en arrière, puis je me suis pété la tête direct sur l'asphalte, one shot, et ça m'a donné un gros traumatisme crânien sévère. Pour dire que c'est pas aussi la première fois que Charles-Antoine se fait tirer par un auto quand il a eu cet accident-là. C'est la première fois, fait que veut pas, quand on le fait et qu'on n'y arrive à rien, on se sent un petit peu invulnérable. Quand Antoine a eu son accident, il venait juste d'obtenir son secondaire 5. Fait que il va avoir dans le fond son âge dans quelques mois, si vous ne l'avez pas déjà. Fait que lui, se sentant invulnérable, il se faisait tirer par le véhicule et il est tombé bêtement, la tête première sur l'asphalte. L'enquête policière, ça a permis de déterminer que sa tête a frappé le sol à une vitesse de 47 km/h. C'est très rapide. Pour une tête sur de l'asphalte, ça cogne. Ça cogne. Une calotte. La tête directement sur l'asphalte. Ouais. Dans le fond, ça s'est passé en 2011. Là, je suis rendu à 20 ans, mais j'avais 17 ans dans ce temps-là. Puis je venais de finir, ça faisait comme 1 ou 2 semaines que j'avais fini le secondaire. Je venais de sortir du secondaire avec mon diplôme tout. Puis j'étais déjà embarqué, j'étais déjà accepté dans mon DEP de charpentier menuisier de Drummondville. Je partais pour le faire, même pas 3 semaines après, je partais pour aller faire mon DEP. Ensuite, ça a super bien mes affaires. J'aurais eu ma job même pas 2 ans après être sorti de mon secondaire. Ça aurait été super pour moi, mais c'est ce qui est arrivé dans les circonstances. Oui, une semaine avant, jour pour jour, une semaine avant mon accident, j'étais allé en voyage avec ma famille pour mon chum de gars. Puis c'était. Le voyage était super, il était vraiment malade, mais pour dire qu'une semaine, quand tu repenses à ça, une semaine avant, ben tu remontes, comme si j'avais avancé le temps d'une semaine, j'aurais su que j'aurais fait un accident, je pense pas sûr que je l'aurais trouvé aussi drôle. C'est plate. Est-ce que tu te rappelles, Charles-Antoine, de ton voyage? Oui. Est-ce que tu t'en es rappelé tout de suite après ton accident? Non, pas tout de suite. Non, tu as eu une perte de mémoire, puis tu t'es rappelé de ce beau voyage-là. Oui, ça a été.
début, je m'en rappelle vraiment pas. C'est mon chum de gars qui m'a raconté des bouts, mais par après, c'est revenu. Là, je m'en rappelle. Là, je me rappelle la principale partie de mon voyage. C'est sûr que j'ai oublié des petits mots. Oublié des choses. Ouais, il ne se rappelait plus de rien du tout après l'accident, quand les premières fois qu'on lui a parlé, parce qu'on lui a pas parlé tout de suite après son accident, ça fait plusieurs semaines, avant qu'on puisse lui reparler. Puis il était allé voir le film Harry Potter 17, c'était la deuxième partie. La deuxième partie qu'il est allé voir ce soir-là, il ne se rappelait même plus qu'il était allé voir un film, il était complètement, il avait perdu la mémoire, fait que suite à son accident, on se demandait si un jour on allait être capable de lui parler, parce que là, à ce moment-là, ce qu'il avait de l'air, c'était d'un Alzheimer de 17 ans. C'était un petit peu inquiétant pour toute sa famille de savoir qu'il était encore vivant, mais on ne savait pas du tout si un jour on allait être capable d'y parler ou s'il allait être capable de vous parler présentement ou de simplement faire quelque chose de sa vie. Parce que si on ne se rappelle de rien, d'avancer à ce moment-là. Ça, ici, on voit sur la photo, pendant qu'il était inconscient. Ça, c'est pendant mon coma. C'est ça. C'est pendant mes 2 semaines de coma que j'ai fait, c'est ça qui ressemblait. Branché du bas du côté pour le maintenir en vie, parce que sans les appareils médicaux, sans les transfusions sanguines, sans tout ce qu'il a eu, il en serait décédé. S'il n'y avait pas eu son ami qui était avec lui, qui a resté avec lui au moment de l'accident, il serait décédé sur quelques heures après. Le temps qu'il y ait trop de sang au cerveau, je serais tombé. Et si je peux me permettre d'expliquer, craniotomie, s'il y en a qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que Charles-Antoine a eu une opération chirurgicale où on a coupé son cuir chevelu, on a tassé la peau, on a enlevé une plaque osseuse de sa boîte crânienne pour permettre à son système nerveux central de réussir à désenfler suite à son choc. Et c'est la raison pour laquelle aussi il y a eu des transfusions sanguines. Cette opération-là lui a fait perdre beaucoup de sang. Et il a passé plusieurs semaines sans avoir de plaque osseuse sur sa boîte crânienne. Et on a remis seulement que la peau pour permettre au cerveau de réussir à récupérer le plus possible. 2 mois et demi. 2 mois et demi sans calotte crânienne, avec la peau seulement. C'est très particulier. C'est une opération qui est extrêmement délicate, mais on va jouer dans le cerveau et qui a perdu beaucoup de la neurochirurgienne, celle qui s'occupe de faire ces opérations-là, ne savait pas quel côté enlever exactement. Elle se doutait qu'elle devait enlever son côté droit. Mais ça aurait pu être le côté gauche à cause de toutes les images floues, à cause de la grosse présence de sang dans le cerveau. Elle a pris une chance, elle dit, je pense, il s'est frappé du côté droit, je pense que la meilleure manière pour laisser son cerveau enflé, c'est d'enlever le côté droit. Mais ça aurait pu être le côté gauche, et si ça avait été le côté gauche qu'il fallait enlever, il serait décédé. C'est encore là, c'est un jeu de pile ou face, elle dit quel côté j'enlève, je pense que c'est le droit, j'enlève le droit. Elle a été chanceuse, Charles-Antoine a été chanceux. C'était le bon côté enlevé. Puis son cerveau a pu enfler librement, quand même enflé beaucoup. On va le voir dans les photos à venir que c'était pas toujours beau. Parce que j'ai pas resté longtemps à l'hôpital à Victo, j'ai resté peut-être un gros 2 heures à l'hôpital à Victo. Quand j'ai eu mon accident, après 45 minutes après, j'étais rendu à l'hôpital à Victo. Puis même pas 2 heures après, j'étais déjà retourné dans une ambulance pour aller directement à Trois-Rivières, parce que Victo ne pouvait absolument rien faire pour moi. On me laisse dormir, on ne pouvait pas rien faire pour moi, il n'y avait pas les médecins pour. Est-ce que c'est un coma volontaire qui ont provoqué chez toi? C'est ton corps qui est tombé. C'est eux qui l'ont provoqué, mais ils s'en allaient dans le coma. Ils s'en allaient dans le coma de toute façon. Ils l'ont juste accéléré pour pouvoir ralentir mon activité cérébrale. C'était vraiment trop. Plus le cerveau continuait de penser, plus le cerveau enflait, plus le cerveau se blessait à force de travailler. Fait qu'ils ont dit on va le plonger dans un coma tout de suite pour essayer d'éviter qu'il se blesse plus. Parce que de toute manière, avec le choc qu'il y a eu, c'était soit la mort, soit le coma. C'était un des deux. Puis s'il n'y avait rien, c'était le coma ensuite la mort. Dans le fond, il vous a parlé de ma craniotomie que j'ai eue. Et j'ai aussi eu 2 fractures du crâne en arrière de la tête. Où l'impact n'a eu lieu, j'ai eu 2 fractures du crâne. Quand je suis arrivé à l'hôpital à Trois-Rivières, ils ont constaté un arrêt
une paralysie du côté droit. Tout mon côté droit était rendu paralysé. Je ne pouvais pas savoir si elle allait revenir à mon réveil ou sinon si j'allais finir paralysé du côté droit. Fait que ça aurait pu faire assez mal. Je me serais réveillé comme je suis là, sans mon côté droit. Je pense que j'aurais préféré vraiment être décédé, fini là, puis j'aurais été encore pire. J'ai eu une coupe de brûlures, mais les brûlures sont encore apparentes à certaines places, mais c'est moins un peu. Puis on voit bien sur l'image aussi que tu as subi. Hein. Ouais, une trachéo, ça c'est. J'ai fait des embolies pulmonaires. Ça, dans le fond, mes poumons ont arrêté de fonctionner, mon cerveau a arrêté de fonctionner. Je pense que c'est juste mon cœur qui n'a pas lâché. Je pense que ça a vraiment été juste le cœur qui n'a pas voulu arrêter. Mais pendant que je ne pouvais plus respirer, on était obligé de partir un trou dans ma gorge pour m'enfoncer le tuyau pour me permettre de respirer, sinon je serais mort un autre fois. Ses poumons ont arrêté complètement de fonctionner. Lui, son cerveau aussi a arrêté de fonctionner pendant un certain laps de temps, très court de temps, quelques minutes à peine, mais il était juste assez pour que c'est ça, il était cliniquement mort. À ce moment-là, il était mort pour une raison que la médecin, la neurochirurgienne ignore, son cerveau a recommencé de fonctionner. Ça n'a pas duré longtemps. Et puis ça partit par lui-même, il n'y a pas eu d'intervention extérieure. On peut dire que c'est lui qui s'est accroché à la vie parce qu'il était mort. Mais il est revenu, puis 3 semaines après le coma, il s'est réveillé avec une panoplie d'appareils médicaux branchés sur lui. Il ne savait pas il était où, il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait là. Puis il n'y avait plus de mémoire à court terme à ce moment-là quand il s'est réveillé. Aucune mémoire à court terme. On lui expliquait à toutes les 5 minutes pourquoi il lui manquait la moitié de son crâne. Parce qu'il ne s'en rappelait plus. On lui expliquait, c'est parce que tu as eu un accident, puis ci, puis ça. 5 minutes plus tard, on lui posait la question, pourquoi ils m'ont enlevé un os? Fait que c'était constamment comme ça à son réveil. On me faisait, je trouve qu'à mon réveil, je ne sais pas ça plus. Il m'a envoyé des médicaments à tout. Je me rappelle de la Ici, on est rendu 2 mois et demi plus tard après son accident. Fait qu'il y a eu plusieurs opérations. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il était réveillé. Mais on le voit bien sur sa photo, son état a vraiment empiré. Ça, c'est dans le fond à l'opération quand on voulu me remettre mon volet osseux. Je ne savais pas si mon corps il le réaccepterait ou si il voudrait le rejeter. Puis j'ai fait une hémorragie interne à la tête. Fait que dans le fond, j'avais encore une autre fois trop de sang qui montait au cerveau. J'avais des mal de tête tous les 5 minutes. J'avais un mal de tête, je n'étais pas capable de me lever. Je ne rien faire. J'avais mal à la tête constamment. Il y avait beaucoup de ce que je voulais. J'avais mal à la tête. Ce bout-là, il n'était pas vivable. On est obligé de le renlever une 2e fois parce que là, le crâne n'acceptait pas. La première fois qu'ils ont essayé de le remettre, ça n'a pas fonctionné. On voit le résultat, toute la tête enflée, c'était du sang qu'il y avait, il ne voyait plus de côté. Bon, on a eu droit dans le fond, c'est pas que je voulais le fermer, c'est qu'il était fermé en tout temps, j'avais trop de sang, je suis plus capable de le rouvrir. Puis de rouvrir, de prendre une 3e fois pour enlever le volet qui venait juste de remettre, pour le refermer, pour essayer de trouver une solution pour pouvoir finalement lui remettre. Ils ont finalement réussi à le faire. Comment, c'est les médecins qui pourraient nous le dire, mais ils ont réussi. Ils ont trouvé une manière de le remettre, son cerveau, son crâne revienne normal, correctement. Mais c'est encore très court, juste un 2 mois et demi avant de pouvoir être à ce niveau-là. Quand il est rentré à l'hôpital, la première fois où les médecins disaient peut-être qu'il va être là pendant des années. Il y a certaines personnes qui leurs accidents sont moins pires que ce que lui a subi. Ça prend des années de réadaptation, des années de coucher dans un lit d'hôpital. Seulement moi, je l'ai vécu un peu parce qu'il y a une personne dans le centre de réadaptation à Trois-Rivières, j'étais avec une personne qui a subi un traumatisme crânien léger qui est vraiment minime à comparer de ce que j'ai eu moi. Et ça faisait déjà 6 mois qu'il était là.
Et moi, seulement 3 mois après, jour pour jour, je suis ressorti de l'hôpital. Ils m'ont laissé retourner chez moi pour aller faire de la réadaptation externe. Puis je faisais juste y aller de temps en temps. 3 mois après son accident, il commence à mieux aller. 3 mois après son accident, il est juste rendu très faible, perdu beaucoup de poids. 45 livres en l'espace de mon coma. J'ai eu mon accident, je faisais 165 livres. Je me suis réveillé du coma, j'étais rendu à 120, 115 livres. J'avais pas mal la peau ses os rendu là. Puis je suis même pas revenu à mon 165 livres. Là, je suis comme barré un peu à 155. Je suis comme barré là depuis un petit bout. On l'a récupéré très vite. Son poids l'a récupéré très vite, mais il a arrêté. Sa croissance a comme arrêté aussi. Ça, c'est une autre conséquence mineure parce qu'il était rendu à 17 ans. Mais il grandissait encore à ce moment-là. Puis à son accident, il a perdu beaucoup de poids, puis il a arrêté de grandir. Il a arrêté aussi de prendre la masse. Il est resté à ce poids qui est là. Parce que là, on a l'air d'avoir à peu près la même grosseur. Mais avant, il était beaucoup plus gros que moi, plus grand que moi. Il a toujours été plus costaud. À cause de son accident, on a l'air à la même grosseur. Là, dans le fond, ce que j'ai retiré de ça, c'est des séquelles. J'ai de l'inhibition. Ça, plus d'inhibition. Moi, j'ai plus d'odorat. Ça, c'est, dans quel mois c'est de faire mon odorat, parce que je ne veux pas avoir l'odorat, c'est quand même pratique pas mal tout le temps. Ça veut dire qu'il ne sent plus rien et il ne goûte plus rien aussi. C'est avec notre odorat qu'on nous permet de goûter. Goûte toutes les sages. Mais je suis un peu Les conséquences aussi psychologiques, parce que là, tu n'as plus d'inhibition, mais tu as d'autres problématiques ici. très impulsif. L'impulsivité, les pertes de mémoire que tantôt mon frère parlait, qui sont encore présentes. Ouais, mais ça récupère. Moi, ça se récupère pas mal. C'est juste le temps qui arrive avec ça. Le cerveau qui reconstruit ses connexions tranquillement parce que les cellules qu'il a perdues au cerveau, en l'avant et à l'arrière, ça ne se régénère pas. Fait qu'il les a perdues pour toujours, mais le cerveau a assez de cellules qui est en train de reconstruire tout son réseau à l'intérieur. Il reprend sa mémoire tranquillement, pas vite. Mais il ne retrouvera jamais la mémoire qu'il avait, il ne reviendra jamais au niveau qui était. Ça va toujours être du rattrapage, qui va être comparativement à quelqu'un d'autre. Par contre, pour du monde qui ne le connaisse pas, ça ne paraît pas. Ça, c'est extraordinaire parce que si on ne compterait pas cette histoire-là, il pourrait passer comme quelqu'un de normal. Pour sa famille, pour ses amis qui connaissent avec son accident, on sait qu'il était à un autre niveau, mais que là, il est bloqué un petit peu comparativement à ce qu'il était. Mais il a de l'air normal. Ça, c'est vraiment le plus extraordinaire de son histoire. Et ce qui s'est passé, c'est le fait que grâce au don de sang, grâce à si ça n'avait pas été au don de sang non plus, je ne serais pas là. Parce que j'aurais perdu trop de sang lors de mon opération à la tête. Il y a tellement de sang qui passe là. Il m'a rouvert, puis ça n'avait pas pris 10 minutes, puis je me serais vidé de mon sang. C'est ça. C'est grâce à ça qu'il est encore là. Sinon, il n'aurait plus rien. Puis ça a vraiment sauvé la vie parce qu'il est capable de vivre une vie qui est normale, même s'il ne pourra pas jamais faire la job qu'il était parti pour faire au départ, charpentier menuisier. Il a été obligé d'abandonner ce projet-là. Il fait d'autres choses, qui est très correct aussi. Il a fini son DEP en mécanique automobile récemment. Fait que ça, c'est un autre miracle. Il a réussi à faire quelque chose d'autre, parce qu'encore là, les médecins n'étaient pas certains s'ils seraient capables d'apprendre à nouveau. Juste d'apprendre quelque chose, que vous faites tous les jours à l'école ou dans votre vie tous les jours, il n'était pas convaincu qu'il serait capable d'avancer, de faire quelque chose. Il a réussi quand même s'il est obligé, dû à son état physique, d'abandonner un projet, d'en refaire un autre. Fait qu'il n'a pas perdu, il a fait un échange. Ouais. Ce que tu retires de ce bel accident-là,
Donner du sang, ça me donne la vie. Puis, faut pas se faire tirer par un char. C'est un casse. Ouais, c'est ça. Mais comme son frère disait, Charles-Antoine travaille présentement. Il a quitté son travail pour venir vous présenter ce matin son témoignage. Et c'est pour ça que les petits gestes qu'on fait de donner du sang qui ne sont pas une grosse chose, c'est là que ça devient important pour des gens comme Charles-Antoine qui, à 17 ans, tu avais ton accident, tu es rendu à 20 ans maintenant. À 17 ans, on pense que ça peut nous arriver, on se croit invincible, on se croit en dehors de tout ça. Mais quand arrive un accident à 17 ans et que c'est un don de sang qui te sauve la vie, je pense qu'on est bien content de pouvoir la poursuivre. Puis tu réussis très bien à poursuivre ta vie, à travailler, à fonctionner. Et c'est tout à ton honneur. Je pense que comme ton frère disait, tu as combattu, tu as réussi à dire je veux vivre et réussi aujourd'hui à finir les études, à travailler. Je pense que tu peux en être énormément. Je vous remercie beaucoup, Charles-Antoine. Dans des questions à Charles-Antoine ou Olivier? Est-ce qu'il y en a qui ont des petits remarques? Fait que j'espère que c'est un bel apprentissage de vie. On a fait toutes des niaiseries, hein? On y a tout passé par là, mais on ne sait jamais quand ça va mal virer. Et c'est pour des gens comme lui qu'on vous demande votre collaboration pour recruter. Et ça, c'est bien important. Je vais vous présenter, merci, je vais aller pour voir les gars. Je vais vous présenter Patrice Quentin, qui est le responsable d'Héma-Québec. C'est lui qui s'occupe de l'organisation des différentes collègues dans la région. Je vais le laisser aller et lui, quand on pèse sur le bouton start, c'est difficile de peser sur le bouton stop après. Et quand la machine à part, je la laisse aller. C'est bon, je vais présenter bonjour. Est-ce que le micro, oui, fonctionne? Parfait. Normalement, j'aurais dû peser sur Start pour le PowerPoint, mais avec ce qu'on vient d'entendre comme témoignage, je ne ferai pas ça. Je ne peux pas arriver à la cheville d'un témoignage de la sorte qu'on a eu. Ça, ce que vous venez de voir, ce que vous venez d'entendre, c'est mon quotidien. Je suis organisateur de collecte de sang pour Héma-Québec, et ce, depuis 1999. Je suis conseiller en organisation de collecte de sang. Héma-Québec, c'est quoi? Héma-Québec, c'est l'organisme prévu par le gouvernement pour l'approvisionnement en produits sanguins pour nos hôpitaux, pour nos patients. C'est ça, Héma-Québec. Héma-Québec, en fait, ailleurs dans le Canada, l'entreprise, l'organisme qui fait exactement le même travail que nous, c'est la SCS, la Société canadienne du sang. Mais nous, au Québec, on est toujours un peu différents. On s'appelle Héma-Québec. Notre mission, notre mandat, notre devoir, l'engagement qu'on a envers le public, c'est d'aller chercher 1000 poches de sang à tous les jours. Au quotidien, le compteur est remis à zéro. Hein, le Téléthon qu'on a chaque année à la télé, ben nous autres, c'est à tous les jours le Téléthon. À tous les jours, ça recommence à zéro, constamment. Et on n'a pas le choix, parce qu'ils sont 80 000 personnes annuellement. Il y a 80 000 personnes, des patients, des malades, qui sont transfusés, et ce, à chaque année. Eux autres, ils ne l'ont pas choisi. Charles-Antoine n'avait pas choisi ça. Eux autres, ils le subissent. OK? Un mauvais choix de vie qu'il a fait, c'est sûr, se faire tirer en onboard, tout ça, il n'y a personne qui va remettre ça en question, c'est vrai. Mais il n'a pas choisi la conséquence, c'est à combien de personnes sont faites. Moi, quand j'étais jeune, encore plus colon, je me faisais tirer par l'autobus de la ville à Québec. Bravo, champion. J'ai été chanceux. J'ai pas eu la conséquence de. On en fait toutes des niaiseries, c'est vrai. On ne choisit pas les conséquences. Ils sont 80 000 à être transfusés à chaque année. Et c'est pas un choix. Tu ne te lèves pas un bon matin en disant oh, je suis le bas tout d'un coup, je suis pas là, on va faire donner une petite transfusion à l'hôpital. Non, je ne choisis pas ça. L'année passée, c'est plus d'1 demi-million de produits sanguins qui ont été livrés dans nos hôpitaux, dans notre province pour nos patients. 525 000 produits sanguins ont été livrés à travers nos hôpitaux de la province. Plus d'1 demi-million. La stat, vous la connaissez, vous l'avez déjà entendu, c'est sûr. Chaque 80 secondes, à chaque 1 minute 20 qui passe, dans notre province, il y a quelqu'un qui reçoit du sang. À chaque 80 secondes, pendant que tu es à l'école, pendant que tu fais ton sport, pendant que tu dors, pendant que tu es sur Facebook. Personne qui a Facebook ici? On ne perd pas de temps, mais ça.
Peu importe ton activité, il y a quelqu'un qui reçoit la transfusion. Et là, je parle du patient. Je parle de la personne qui est malade, qui en a besoin pour ses traitements. Mais vient avec la personne malade, son entourage, sa famille, ses chums, ses amis. Hein? La transfusion affecte bien sûr le patient, mais affecte également tout son entourage. Et ça, c'est important de se penser. Jean-Antoine était accompagné d'Olivier, son frère. Il y a un frère, il y a une mère à travers ça. Ben, ça affecte tout le monde, c'est sûr. Et bien, Québec, c'est quoi? C'est que 1300 employés. On n'est que 1300 employés répartis dans 2 bureaux, Québec, Montréal, évidemment, mais qui reposons sur une montagne immense de bénévoles. Une chance qu'on les a, des personnes en or. Il y a 16 000 personnes bénévoles à chaque année qui disent « Hey, quand tu vas venir chez nous, quand tu vas venir à Plessis, quand tu vas venir à Présil, quand tu vas venir à Victo, peu importe la ville, quand tu vas venir chez nous, là, appelle-moi, je vais aller donner de mon temps. Je vais aller travailler gratis. Je vais travailler un 3 heures, un 4 heures, un 8 heures, il y en a qui font des 10 heures, gratis. En 2014, des gens qui travaillent gratis, ça vaut son pesant d'or. Une chance pour les autres. 16 ans. Le Québec, c'est quoi? C'est 1500 comités organisateurs. 1500 groupes de personnes, l'idée par un coordonnateur comme François, qui est à la tête d'un groupe, d'un comité, qui disent « Hey, moi, quand ça vient chez nous, là, je vais prendre les livres de ça. Je vais l'organiser, ta paye de sang. Une de tes 2000 payes de sang organisées au Québec, à chaque année, là, je vais être leader là-dedans. Je vais rayonner dans mon entourage pour essayer de sensibiliser, motiver ma gang pour venir faire un don de sang, pour essayer d'aller chercher plusieurs donneurs. Évidemment, pourquoi? Sauver des vies. Traiter les gens. Un don de sang sauve 4 vies. Parce que rendu au laboratoire, la poche de sang que l'on prélève, elle est subdivisée en 4 sous-produits sanguins. On fait du plasma, des plaquettes, des globules rouges, et un autre item que l'on appelle le cryoprécipité. Chaque item a sa durée de vie. Par exemple, le plasma, une fois congelé, c'est bon 1 an. Les globules rouges, au frigo, c'est bon 42 jours. C'est pas éternel. C'est pas éternel, ça. Les gens pensent que, les autres vont le faire, ouais, c'est pas grave, tabarouette. Il y a plein de monde qui donne du sang, mais ils vont en donner pour les autres. Non. 42 jours. Une stat qui est vraiment désagréable pour moi en tant que conseiller en orientation et en tant qu'employé d'Éma Québec, c'est le 3%. Il y a seulement 3% de la population au Québec qui disent « Moi, je veux donner du sang. Moi, je suis un donneur de sang. » 3% sur une population de 8 millions dans notre province. Ouh, bravo, on est vraiment champion. C'est 25 000. Il y a 25 000 personnes répertoriées dans nos systèmes informatiques qui disent « Moi, je suis un donneur de sang. Je fais ce don-là. Je donne au suivant. Je fais ce geste-là. » Puis, plusieurs personnes le font par conviction personnelle. Il y en a d'autres qui le font suite à un événement. L'être humain est un être réactionnaire événementiel. On réagit, on se mobilise suite à ce qui vient nous toucher dans notre entourage proche. Et là, ça prend juste ça pour se faire shaker. « Hey, tabarouette, mon fils en a besoin. Vite, j'en ai jamais donné, mais oh, là, tout d'un coup, ça devient important. Mon nombril est important. » Hein? Moi, en côtoyant les receveurs, les patients, j'ai rencontré en 1999, dans ma première année chez Éma Québec, un petit cul de 9 ans. Marc-Antoine. Lui, il m'a appris à me connaître moi-même. Lui, il m'a fait ouvrir mes œillères. Parce qu'en côtoyant les jeunes qui sont malades, on peut s'apercevoir que ces jeunes-là ont une force de caractère incroyable. Ils ont une maturité exceptionnelle. À 9 ans, ce petit bonhomme-là avait une maturité que même les chums de mon âge ont moins de couple, puis leur n'ont jamais, ceci dit. Pour d'autres raisons. Éma Québec, c'est ça. C'est 80 000 personnes que l'on traite à chaque année. 3% de la population, c'est vraiment pas beaucoup. Surtout quand on connaît la deuxième statistique, c'est que vous tous, moi, tout le monde, on a 6 chances sur 10 dans notre vie, et ce, avant l'âge de 60 ans, d'avoir besoin à au moins une reprise d'une transfusion de sang. Les chances sont grandes.
À Vegas, 60%, c'est un bon pic. 60% à l'examen de maths français, ça passe. Ben tête, mais ça passe. Fait arrêtons donc de penser que les autres vont le faire. Il faut arrêter de penser à notre petite nombril, ouvrons nos œillères. C'est ça, Emma Québec. J'aimerais savoir maintenant, selon vous, quelles sont les deux raisons principales pour lesquelles les gens ne donnent pas de ça? Qu'est-ce qui freine le plus, principalement, les deux raisons qui freinent les gens? Pardon? La peur. Oh, la raison. Dans le terme peur, je vais englober la peur du sang. OK? Une phobie, ça, je peux comprendre ça. Moi, ma phobie, c'est les couleuvres et les reptiles. Ça me dégueule. Je ne suis pas capable. Petite tranche de vie, très personnelle. Moi, j'ai 2 filles. Maya a 15 ans, Alexia a 14 ans. Tous les étés, on part en camping, 2-3 nuits à l'extérieur. Et l'été passé, on fait le feu de camp, on mange des saucisses, des guimauves, une petite bière, une coupe de vin avec un oncle, les filles vont coucher. Puis, je sais pas, bon, vers 11h30, minuit, je sais pas, je regarde pas l'heure, j'éteins le feu, je vais me coucher, je commence à faire frisconner, que je me glisse dans mon sleeping bag, je commence à soupir. Et là, d'un coup, je sens comme un mouvement de mouvoiement sur mon tibia, et je sais que c'est pas la même Madone. Parce que Madone est dans son sleeping à elle, et elle est toute blottie comme ça. Alors, je prends la flashlight, je regarde mon sleeping bag. Le gars qui a eu l'air d'une fillette avec son léger cri strident, c'est moi! Ah! J'envoie la couleuvre, fous ça dehors, j'envoie la flashlight sur Maya, la plus vieille. Tout ce que je voyais, c'est des épaules, faire ça même, elle était fière de son coup. Mais, le père se venge. Le père se venge. On s'en tue. Elle s'est réveillée demain matin au bord du lac dans son sleeping bag. Tiens-toi. Une phobie, je peux donc comprendre ça. Si la raison principale pour laquelle tu ne viens pas donner de sang, c'est parce que tu as peur du sang, si l'infirmière est là, regarde là. Fais-toi pas à la Kiri. Oh, j'aime pas ça. Non, regarde ailleurs. Amène-toi un livre. Hein? Amène-toi un livre, change-toi les idées. Vas-y avec un chum, peu importe. Et amis. Mais surtout, de grâce, s'il te plaît, dis-le au staff d'Emma Québec. Dis-le à l'infirmière qui est là. Écoute, les collègues de ça, on fait ça à tous les jours. On ne fait que ça. On pique, on prélève, on passe au suivant. On pique, on prélève, on passe au suivant. On n'est pas pire là-dedans. On a développé quelques bons trucs. Donc, si ce n'est que la peur qui te freine pour aller sauver 4 personnes, comment? Ouvre tes œillères. Arrête de penser à ton petit nombril. Essaie de penser aux autres. La peur de la piqûre. L'aiguille. Il ne va pas donner ça, ça fait mal. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est tout à fait véridique. Je suis transparent. Je n'aille pas ma cause en vous disant ça. L'aiguille est grosse. C'est vrai. C'est pas la même grosseur d'aiguille que celle qu'on utilise pour un vaccin. Et le vaccin, by the way, c'est que c'est pas l'aiguille qui fait mal, c'est le liquide qu'on injecte, ça fait une pression, c'est long avant que ça se répande dans le muscle. Ça, c'est ça qui est difficile. Mais pour un don sans l'aiguille, le trou, il est gros. On va chercher le jus. Fait que ça prend un bon noyau, là. Parce que sinon, on aurait pour 3 semaines à donner. Pour donner un petit truc, une idée, okay, pour vous donner l'impression de ressentir la sensation de l'insertion de l'aiguille, il y a un test fort simple, banal. On se pince le creux du coude, très fort, une fraction de seconde. Puis, ça va faire ouch, oui, mais après ça, tu ne ressens plus rien. Parce que, concrètement, c'est ça. Une fois que l'aiguille est insérée, tu ne ressens plus rien. Il n'y a pas de pompe, là. On ne suce pas le sang, là. Ça coule par gravité. Une fois que le 450 ml, la poche de sang, c'est 450 ml, une fois que c'est complété, tu ne ressens plus rien. La machine arrête par elle-même, et puis le don cesse la thermocelleuse, le sac est scellé automatiquement, puis
on dépile, tu ne ressens plus rien. Mais c'est vrai, moi, je suis jamais arrivé sur une collecte de sang, j'ai 65 dons de sang de fait jusqu'à maintenant dans ma vie, et j'ai commencé à 18 ans au cégep. Moi, j'ai commencé à ce moment-là. Je suis jamais arrivé sur un site de collecte de sang en disant « Ah ouais, ma chanceuse pique comme toi! » Non! C'est pas le fun. Ça peint. C'est désagréable, c'est vrai. Mais arrêtons de penser juste à notre petit nombril. Ouvrons nos œillères. Si tu t'arrêtes juste à ta petite piqûre, à la petite douleur, c'est sûr que tu vas dire non, j'en veux pas, merci. Mais essaie de penser aux gens comme justement Charles-Antoine, qui en a eu besoin, qui en a souffert une chose. Fait que des fois, c'est bon de relativiser certaines choses. Ça, c'était pour la peur. Maintenant, la deuxième raison principale, selon vous, c'est quoi? Le temps. Le temps. Hein? On a tous et toutes des vies effrénées. Qui a un job part-time ici? Qui a un travail à temps partiel? Okay. Qui combine ça avec du sport, des activités musicales ou autres? Qui a un job ou une blonde ici? Ah, ça prend du temps. Un don de sang, ça se prévoit. Un don de sang, ça se planifie, ça se met à l'agenda. Il faut prévoir 60 minutes. Il faut prévoir 1 heure de son temps. Parce que oui, effectivement, c'est le temps que ça prend, dans les conditions idéales. Or, ça peut prendre 1h15, ça dépend de l'affluence. Hier, j'ai eu une cueille de sang du côté de Charlevoix. Les gens ont passé en 1h20. Oui, OK, 1h20. T'as attendu, c'est vrai, ça se peut. Mais tabarouette! Au bout d'une heure et 20, tu aurais eu le loisir de dire j'ai sauvé 4 personnes. Il y a 4 produits sanguins qui ont été faits avec mon don de sang. Il y a 4 personnes dans le Québec qui vont pouvoir bénéficier de mon don de sang et mon don de temps. On ne vide pas à blanc pendant 1 heure non plus. Là, okay? Le prélèvement, le fait de donner du sang, ça prend entre 5 et 12 minutes. Mais le processus complet, c'est 1 heure. Hein? L'accueil, l'inscription, le questionnaire santé, la rencontre avec l'infirmière, qui est essentielle, pour assurer la sécurité. Le mot de base, le mot le plus important chez Héma-Québec, sécurité. Sécurité du produit. Évidemment, on ne veut pas répéter ce qui s'est passé dans les années antérieures. Hein? Il y a eu un scandale dans les années 80, scandale du sang contaminé. Et ça, sans vouloir juger, sans vouloir élaborer énormément sur le sujet, sans vouloir excuser, je comprends ce qui s'est passé. Il analysait le sang avec les connaissances du temps. Il est arrivé ce qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, suite à ça, la solution ultime déterminée par le juge Crévert, par le gouvernement canadien, c'était on fout dehors la Croix-Rouge et on met la solution qui est Héma-Québec. Avec tout le processus que l'on connaît maintenant, qui prend 1 heure. Anciennement, faire un don de sang, ça prenait 15 à 20 minutes. Ton nom, numéro de téléphone, assieds-toi là, on te pique, ciao, bye, ciao. C'était ça. Maintenant, pour légiférer au niveau de la sécurité, bien, on a mis en place un protocole, un processus, une marche à suivre qui est plus longue, c'est vrai. Mais on assure quoi, la sécurité? Ça prend 1 heure. Donc, après le prélèvement, la période de repos obligatoire de 5 à 8 minutes. Et après ça, évidemment, mon endroit préféré, la collation. La muffin, la bartende, le café, le jus. 1 heure pour sauver 4 personnes. Hey, comment il faut que tu sois vraiment buzzé pour dire « Ah non, j'ai pas le temps. » Écoute, on sait déjà la date, le 8 mai. Vos parents, vos familles, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, toute personne de 18 ans que vous connaissez, vous pouvez d'ores et déjà leur donner la date. Hey, mon oncle, attends, c'est le 8 mai la collecte de sang. Prends-toi 1 heure, là, le 8 mai, tu vas avoir besoin que tu viennes faire un don de sang à Poly. Ça se prévoit. Arrive pas la veille. Hey, papa, c'est demain à 15 ans. Ah, ouais, excuse-moi, j'ai oublié de le mettre dans l'agenda, justement. Ça se planifie, ça se prévoit, les collectes de sang. Un don de sang. 1 heure. Et quand j'allais rencontrer mon premier petit président d'honneur que je parlais de tantôt, Marc-Antoine, quand j'allais le rencontrer, il m'avait demandé pour les raisons pour lesquelles les gens ne donnent pas de sang, et j'avais justement parlé de ça, la peur et le temps.
Et quand j'ai dit que les gens n'avaient pas le temps, savez-vous ce qu'il a fait? Il est parti à la J'ai dit drôle, là, je ne suis pas une phase de là. Il dit, tu diras aux gens que ceux et celles qui n'ont pas le temps, que moi, à 9 ans, j'ai pas le temps d'être malade. Paf! Et en disant ça, il se redresse sur son hôpital, et il monte son haut pyjama, il monte tous les bleus que sur son corps. Parce que lui, il recevait entre 8 et 10, 12 piqûres par jour. Pour des injections, des analyses, des traitements, des transfusions, peu importe, il recevait entre 8 et 12 piqûres par jour. Alors lui, là, le temps, là, et la peur de la piqûre, là, il l'avait loin. Il s'en foutait vraiment. Il y avait un rêve, Marc-Antoine. Il voulait jouer au soccer. Je sais, je suis allé le voir jouer au soccer. Il était pourri. Aucun jeu de pied, aucun kick, aucune course, aucune endurance. C'est normal, il était malade. Il était blanc comme un drap, mais il recevait, il reçu au moins une centaine de transfusions quand je l'ai connu, déjà dans tout son traitement. Et Marc-Antoine est avec nous, mesdames et messieurs. Quand venait le temps pour lui d'aller jouer un match qui était à la veille de son rang de transfusion, de toute façon, il ne jouait pas. Sa mère, Joanne, est allée voir le coach, il regarde, il ne fallait pas jouer. Il était blanc comme les chandails des filles. Il ne fallait pas jouer, il va être sur le banc. Il était sur le banc, il était comme le cheerleader, les autres, les Demites, parce qu'il jouait pour les Demites de Saint-Nicéphore, là où est-ce qu'il demeurait. Mais quand il venait de recevoir une transfusion, 3, 4, 5 jours avant un match ou une pratique, du gaz dans le tank, il y en avait. De l'énergie, il courait en tabarouette, gros sourire, bébé! Il y avait du fun. Pas plus de talent, mais ben du fun. Ça, c'est Marc-Antoine, il est vrai. Dans la boîte, il n'a pas eu la chance de Charles. Parce que mon histoire est finie bien mal. Il est mort. Il est décédé. Et c'est pas pour faire plus tragique dans l'histoire, c'est juste ça la réalité, c'est que lui est mort 24 heures, une journée avant de pouvoir souffler les chandelles de son 10 ans, son anniversaire. Il était né un 3 décembre, il est décédé un 2 décembre. C'est plat, c'est poche, mais c'est ça aussi Emma Québec. Hein? Tu dis quoi? Tu dis qu'il est mort, puis c'est aussi ça Emma Québec. Oui. C'est aussi ça parce que, grâce aux transfusions, ceux qui ne s'en sortent pas, ben, auront eu la chance quand même de rester un peu plus longtemps avec leur famille. Hein? De côtoyer leur chum plus longtemps. De réaliser un petit rêve de plus. Jouer au soccer. Réaliser un rêve de plus. Antoine a pu aller faire un voyage à Walt Disney. Comme plusieurs rêves d'enfants, bien sûr. Il a triplé à Walt Disney, c'est sûr. À un moment donné, la maladie étant ce qu'elle est, la vie étant ce qu'elle est, à un moment donné, le corps ne supporte plus rien, puis il n'est plus capable, alors il lâche prise, donc malheureusement, il est passé de l'autre côté. Mais c'est sûr que notre but premier, c'est de vouloir toutes les sauver, que tout le monde s'en sorte. C'est essentiel, c'est ce qu'on veut, c'est sûr, sinon je ne ferais pas ce job-là. C'est ce qui nous anime au quotidien. On veut aider le plus de monde possible. De là votre engagement. De là, l'accueil décent du 8 mai. On a un objectif immense, audacieux. 500 donneurs. Avec les 500 donneurs accueillis le 8 mai, on va pouvoir traiter combien de personnes? 2000 patients. Il y a 2000 patients qui attendent le fruit de nos efforts. C'est pas rien. C'est du stuff. Et ça, je ne vous le cache pas, je ne vous l'apprends pas, je suis certain, c'est la plus grosse reconnaissance de civil. Parce que normalement, à Plessis, on fait entre 125 et 160 d'objectifs, dépendamment de la période de l'année. 500 à Poly. C'est sûr que vous spreadez, vous garochez tout partout. J'ai des connaissances autour que j'ai dû annuler parce qu'il y a tellement de donneurs qui viennent de tout partout, comme Laurier-Ville au mois de mai, je l'ai arrêté. Là, okay? Parce que l'année passée, on a fait 32. Et je suis bien plus gagnant à faire un 500 ici qu'à faire un 32 ailleurs. Et ça, évidemment, c'est suite à votre engagement. C'est suite à votre intérêt. Et c'est suite aussi à votre très grande collaboration. Parce que moi,
Sans vous autres, je ne peux pas réaliser ça. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre implication, j'ai besoin que vous ouvrez vos œillères. Dire, moi aujourd'hui, j'ai peut-être pas 18 ans, je ne suis pas en mesure de faire un don de sang. Parce qu'on fait un don de sang à partir de 18 ans. C'est légiféré comme ça, c'est une loi. On n'a pas le choix. Mais peut-être qu'avec votre travail, peut-être qu'avec votre collaboration et votre engagement, vous aurez contribué à sauver plusieurs patients. Parce que vous aurez fait du recrutement. Le recrutement est déjà avancé. François me disait que ça allait super bien. C'est pas parce que ça va super bien qu'il faut lâcher. Parce que la chose la plus facile à lâcher dans un agenda, c'est « Ah, regarde, les autres vont y aller, j'ai plus de temps. » Non, il faut revenir à la charge. Il faut constamment, quasiment, harceler les gens. « Hey, tu m'as dit oui l'autre jour, oublie pas, c'est la semaine prochaine, j'ai besoin de toi. Les heures, tout ça, l'endroit, je vais être là. Fais-moi signe, on va être à la pince. » Mais ça, il faut garder le goût, il faut garder le feu. Vous êtes en période de recrutement. On cherche des gens d'au moins 18 ans que l'on connaît très bien. Je ne veux aucun porte-à-porte. Le porte-à-porte, c'est bon pour le chocolat. Okay? Ton équipe de hockey, ton équipe de soccer, peu importe, c'est parfait pour ça. Hein? Bonjour monsieur, je prends le chocolat pour mon équipe de hockey, veuillez m'encourager. Certainement, combien ça coûte? 3 piastres. Merci, là, mon 3 piastres, vous appelez le chocolat. Bye. L'engagement s'arrête sur le seuil de la porte. L'engagement qu'on s'apprête à demander à nos connaissances, à nos parents, à nos familles, à nos amis, aux parents de nos amis, c'est de faire un pas de plus. De dire, oui, moi je vais m'engager à faire un don de sang, je m'engage également à me diriger, à prendre du temps, prendre mon char, à 1,42 le litre, aller à l'école et m'asseoir pendant un certain nombre de temps, à me faire piquer, ouch! Donner du sang, et après ça, prendre un petit café. C'est ça l'engagement. Toujours dans l'optique de sauver 4 vies à chaque fois. Une personne peut faire jusqu'à 6 dons de sang dans une année, parce qu'on ne peut pas donner du sang à l'intérieur d'un délai de 2 mois. Débloqué dans le système pour ta propre sécurité pour 56 jours, 8 semaines. Ça, c'est 2 mois. Alors, une personne peut faire jusqu'à 6 dons dans l'année. Mais on y en demande un le 8 mai. S'il y en a un à choisir, c'est cette date-là. Parce que l'objectif est audacieux. 500 personnes. J'ai besoin de ça. En bonne santé, essentiel. Parce que si la personne a une liste de médicaments, ça donc, il y a fort à parier qu'elle ne sera pas admissible. On veut des donneurs en bonne santé, évidemment, pour être en mesure d'avoir du sang sécuritaire et de très bonne qualité. Si jamais vous avez un doute sur l'admissibilité, sur l'éligibilité d'un donneur potentiel, François va vous le donner en classe, il y a le numéro de téléphone du service à la clientèle qui est opérationnel, 1-800-847-2525, ou encore sur le site web de Mo-Québec, tapez Mo-Québec dans Google, vous allez tomber dessus assez rapidement. Tous les critères sont là. Si vous avez un doute ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Parce que comme ça, en vérifiant avant, vous allez éviter la chose suivante. Ah, viens, donnez tout ça, puis ah, mais je prends des médicaments, c'est pas grave, check pas ça, il est temps. Ben, la personne va se rendre et va se faire dire à l'entrée ou encore par l'infirmière, après avoir attendu, je ne peux pas donner de sang. Alors là, elle va être en rogne. Elle ne sera pas contente. Alors c'est pour ça que c'est beaucoup mieux, et c'est même idéal de vérifier les critères d'admission avant de faire l'invitation, c'est essentiel. Donc, aucun porte-à-porte, on vérifie les critères de sélection, on leur demande de faire un don de sang, un don de vie. C'est pour les patients. Ils sont 80 000 à chaque année à être transfusés. C'est pour eux autres qu'on fait ça. C'est pas pour moi. C'est pas pour Emma Québec. Emma Québec, là, ça travaille 24 heures sur 24, 365 jours par année, 7 sur 7. Hein? On est là pour les besoins des patients. C'est ce qui nous dicte notre façon de se conduire. Le 24 décembre dernier, qu'est-ce que vous faisiez? Qui a fait des Noëls ici? Hein? Qui a ouvert des cadeaux à Noël? Cool, moi aussi. Qui a eu une bébelle électronique? C'est qui, la bébelle électronique, est maintenant pétée? Maudit iPod. D'autres, le 24 décembre, en fait, le 25 décembre à 2h15 du matin, donc dans la nuit du 24 au 25, le téléphone a sonné chez Mo-Québec.
Puis on est ouvert 24 sur 24. Peu importe la fête, le temps de l'année, la semaine de construction, nous autres, on ne sonne pas à chat, peut-être, vous viendrez de tout. Le 25 décembre à 2h15 du matin, le téléphone a sonné. Puis quand ça a déclenché, c'est en fait, on va peut-être apporter pour nous, rester en ligne, on va vous répondre le 7 janvier. Ça fait Téma Québec, bonsoir. C'est le CHUV, le Centre Mère Enfant Québec, qui avait besoin, maintenant, stade sur le champ, de 3 poches négatifs. Il n'y en avait pas dans leur inventaire. Il y avait un patient qui en avait besoin, il est là. Bien, le technique de laboratoire, il n'a pas dit « Ouais, OK, moi, checker ça, Patrick. Je t'envoie ça dans 2 semaines. » Non, non. Il a pris la commande, il a envoyé ça au technicien au frigo, parce que la réserve, c'est un immense frigidaire. C'est à peu près la moitié de l'auditorium. Pris 3 poches de sang au négatif, empaqueté les poches de sang, donné son chauffeur. Donc, il y a 3 intervenants chez moi Québec, dans la nuit de Noël. Le chauffeur a pris ça, envoyé ça, aller livrer le tout à l'hôpital. 32 minutes plus tard, le patient, ou la patiente, je ne sais pas, a reçu ses transfusions. C'est ça, Téma Québec. C'est exactement le but de notre existence. Alors, le 8 mai, j'ai besoin de vous autres. J'ai besoin que vous fassiez un bon mouvement, c'est sûr, parce que ça nous prend des donneurs. 500. Et l'année prochaine, dépendamment du résultat de cette année, peut-être que François aura un projet plus monstrueux à vous proposer, mais ça, on en parle lui et moi. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Je suis là pour ça. N'hésitez pas. En fait, il y a 80 000 personnes qui sont transfusées annuellement dans notre province au Québec. C'est donc important de se mobiliser pour ces gens-là, des patients, nos patients. Peut-être que des gens d'entre ces personnes que vous connaissez, bien sûr. C'est chaque 80 secondes qui, au Québec, a une personne qui est transfusée. Donc, c'est pour ces gens-là qu'il faut faire l'effort, il faut se mobiliser. Il y a seulement 3 % de la population qui donne du sang au Québec, donc il faut essayer de se bâtir une plus grande banque de donneurs ainsi pour sauver chacun des patients, évidemment. On vous demande de vous mobiliser et on vous attend le 8 mai prochain à la Polyvalente. Merci beaucoup. Merci.